Et j'ai eu une enfance tout à fait heureuse, avec un frère qui avait 4 ans de moins que moi, jusqu'à l'armistice et le maréchal Pétain est arrivé et qui a formé un État. Et très rapidement, il y a eu les lois contre les Juifs. C'est-à-dire que mes parents ont été obligés d'aller à la préfecture, se déclarer et recevoir sur leur carte d'identité le tampon juif. Interdiction pour eux qui étaient commerçants d'exercer, de continuer à exercer. Et les lois ont continué. Ensuite, interdiction, par exemple, d'aller pour les grandes personnes dans les salles de spectacle, dans les théâtres. Quand on voyageait à Paris dans le métro, les Juifs devaient être dans le dernier compartiment. Et pour les enfants, interdiction d'aller jouer dans les squares, interdiction également d'aller dans les cinémas et partout. Puis ensuite, il y a eu les cartes d'alimentation, il y a eu les tickets pour les textiles, pour l'alimentation et pour tout. Et mes parents ont donné des tickets de textile pour obtenir l'étoile jaune qu'il a fallu coudre sur tous nos vêtements. Ce qui fait que du jour au lendemain, ma mère qui est née à Paris s'est retrouvée dans son quartier, chez les commerçants qui l'ont regardée, parce que personne ne savait qu'elle était juive spécialement, et de la voir avec l'étoile jaune, tout le monde était surpris. Moi, à l'époque, j'avais une dizaine d'années, je me suis retrouvé à l'école communale, on était quelques-uns dans la classe à voir l'étoile jaune cousue sur notre blouse, et on s'est rendu compte, quand dans la cour de récréation, on s'est rendu compte qu'on a gardé quelques camarades pour jouer, et par contre, d'autres se sont gentiment écartés de nous, comme si d'un seul coup, on avait attrapé une maladie honteuse. Bon, on en a pris notre parti, on a continué notre scolarité, et ma famille d'origine est polonaise d'origine, et mon grand-père maternel était ébéniste, travaillait dans le faubourg Saint-Antoine, et toute la famille du côté de mon grand-père était dans ce quartier-là, comme petits artisans, matelassiers, tapissiers, faisaient des petits métiers, élevaient leur famille chichement et ont gardé leur nationalité polonaise, n'ont pas fait les démarches pour se faire naturaliser français. Et il y a eu les rafles du Veldiv, vous avez dû en entendre parler, et j'ai eu des oncles et des tantes, des cousins, des cousines, qui ont été arrêtés, et tout le 11e arrondissement, au lieu d'aller au cirque d'hiver où étaient tous ceux qui étaient arrêtés, le 11e arrondissement se sont retrouvés dans le gymnase Japy, qui est dans le quartier, puis ensuite Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Drancy et Auschwitz, où ils ont été directement gazés et brûlés. Et là, quelque temps après, mes parents, d'entendre ces nouvelles-là et de tourner en rond dans l'appartement, mon père a pris la résolution d'aller du côté de Bordeaux, où on avait des amis qui avaient une propriété viticole, et ils ont engagé civilement, enfin, mon père comme ouvrier agricole, ce qui fait que mon père, au moins, avait à l'air libre et un travail physique, et ce qui fait que ça y a permis d'attendre que nous, les enfants, on finisse notre année scolaire, on a rejoint notre père, et là, on a passé la ligne de démarcation par des amis également qu'on connaissait, et on a rejoint la Corrèze, où était le frère de mon père, qui s'était engagé volontaire pendant la guerre, et qui a été démobilisé
en zone sud et qui a été en Corrèze, a loué une maison. Sa femme et son fils, mon cousin Germain, l'ont rejoint. Et nous, quand nous avons passé la ligne de démarcation, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 2 familles dans cette maison, à Masseret, en Corrèze, à 35 km de Limoges. Et là, on a été réinscrits à l'école, les 3 garçons. On a été à l'école où on passait pour des réfugiés de Paris qui étaient venus en Corrèze pour ne pas souffrir de sous-alimentation comme dans les villes. Et là, on a refait notre scolarité, ça a duré 2 ans, et mes parents qui étaient jeunes donnaient des coups de main aux cultivateurs, tout ça contre de l'alimentation. Ce qui fait que je peux dire que pendant ces 2 ans, on a mangé notre pain blanc, on a mangé à satiété, ce qui fait que on était content de notre situation, jusqu'à un moment où les Allemands ont remplacé les Italiens dans le Midi, sur la Côte d'Azur et tout, et les Allemands ont occupé toute la France. Et là, à un moment, il y a eu une colonne allemande qui est remontée dans notre région et qui ont fait le massacre d'Oradour-sur-Glane. Et nous étions à quelques kilomètres d'Oradour-sur-Glane. Et le maire est venu chez nous en disant « Il y a la colonne allemande qui remonte, fichez le camp, je ne veux pas être fusillé à cause de vous. » Il faut dire que le maire à l'époque devait avoir autour de 90 ou un peu plus, et il tenait à la vie, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Et ce qui fait que du jour au lendemain, on a fait nos bagages, on a pris le train pour Limoges. On a pris le train pour Limoges, où là on s'est rendu compte que Limoges était envahi par les miliciens. Vous savez, les miliciens, l'armée du maréchal Pétain, leur travail était de pourchasser les maquisards et pourchasser les juifs. Et là, quand mes parents se sont rendus compte de ça, ils ont dit on ne peut pas rester à Limoges, c'est pas possible. Et là, on a repris le train et on est parti pour Lyon, où on avait de la famille qui était cachée. Et on a trouvé un logement. Ma mère m'a réinscrit à l'école communale parce que j'avais l'âge de passer mon certificat d'études. Et là, on a passé quelques temps, de Pâques au mois de mai. J'ai passé mon certificat d'études. Et là, il y avait vraiment des bombardements presque journaliers, surtout des Anglais. Et mes parents ont décidé qu'on allait quitter Lyon pour partir dans une campagne. Et là, un matin, mon père me réveille de bonne heure et on prend chacun 2 grosses valises de nos affaires et pour aller les enregistrer à la gare. On attend peut-être 20 minutes place du Pont à Lyon, un fait exprès, pas de tram, pas de transport. Et là, on attend au bord du trottoir avec les valises à nos pieds, et puis d'autres gens, enfin. Et d'un seul coup, on voit arriver une traction avant noire, faire le tour tout doucement de la place, et ils nous ont repérés avec les valises à nos pieds. Est-ce qu'ils ont pensé qu'on faisait du marché noir, ou une autre raison? L'attraction s'est arrêtée, les portières se sont ouvertes, on nous a précipités dedans, les valises par-dessus nous, et peut-être 10 minutes après, on se retrouvait à la Gestapo, où exerçait Barbie. Là, mon père a été amené dans une pièce à côté, et il m'a expliqué par la suite qu'il y avait un grand bureau et il y avait un pied qui se détachait du bureau et avec ce pied-là, il a reçu des coups jusqu'au moment où il a donné sa véritable identité et il est revenu dans la pièce où j'étais resté. Là, un Allemand s'approche de moi, me regarde et me demande qui je suis. Je dis voilà, je suis un voisin de ce monsieur, il m'a demandé un coup de main pour porter ses valises à la gare et c'est tout. Là, l'Allemand a eu
un moment d'hésitation. Et il m'a fait baisser ma culotte. Et là, j'ai pris une claque dans la figure. Je croyais qu'il m'arrachait la tête. Mon interrogatoire était terminé. Et peut-être un quart d'heure après, on n'habitait pas loin du siège de la Gestapo. Et peut-être un quart d'heure après, j'ai vu arriver ma mère, blanche comme un linge, avec une cousine dont le mari était prisonnier de guerre et qui était venue nous rendre visite. C'était une cousine à mon père. Et là, les deux femmes sont arrivées, mais sans mon frère. On ne s'est pas parlé, rien du tout. On nous a descendus dans le sous-sol de la Gestapo, dans les caves. Et là, il y avait un banc qui faisait toute la longueur de la cave, où on était assis les uns derrière les autres, et une sentinelle allemande qui parcourait toute la pièce comme ça, interdiction de se parler, interdiction de se lever. Et là, au fur et à mesure que la journée avançait, puisque nous, il était tôt le matin, la file s'allongeait sur ce banc. Et là, à un moment, un Allemand m'appelle. Je me demandais un peu pourquoi, parce que je ne parlais pas, je ne bougeais pas. Et il m'a amené prendre un seau et un quart de soldats et rentrer dans des espèces de trous qui étaient comme ça, à même la pierre, comme ça, dans la cave, où étaient des résistants qui avaient été interrogés par les Allemands, couchés par terre sur la pierre, sur le ciment, et qui étaient dans des états sanguinolents, dans des états à trembler et impossibles. Et là, tant bien que mal, il fallait que j'arrive à leur soulever un peu la tête et d'essayer de les faire boire un petit peu. Et après, j'allais dans un autre trou, comme ça, où était un autre résistant. Enfin, j'ai fait ça comme ça. Et j'ai fait ça plusieurs fois dans la journée. Le soir, on nous a chargés dans des camionnettes et amenés dans le fort de Montluc à Lyon. Les femmes et les résistants étaient dans la partie en dur. Et les Juifs, on était dans une baraque en bois attenante à la partie en dur, dans une cour. Et ça, c'était la baraque des Juifs. C'était une baraque infestée de punaises, où il y avait des lits à deux niveaux comme ça, et malgré mon jeune âge et tout, on n'arrivait même pas à dormir tellement on était dévoré par les punaises et tout ça. Et là, on a passé comme ça quelques jours, et on a fait la connaissance de Marcel Dassault, qui était interné également, et qui nous donnait des cours sur l'aéronautique, sur des modèles d'hélices d'avion qui permettaient de mitrailler à travers l'hélice. Enfin, on avait tout un cours sur l'aéronautique. Bon, moi, ça m'occupait, j'écoutais, ça m'intéressait. Et là, les nouvelles de l'extérieur, on les apprenait par les nouvelles arrestations du jour. Et là, on a appris que la Gestapo avait été bombardée à Lyon par les Alliés. Et le lendemain matin, les Allemands sont venus, mais vers 4h30 du matin, prendre un groupe d'hommes, les amener sur les décombres de la Gestapo pour déblayer, sortir des blessés, des cadavres, enfin. Et le groupe revenait comme ça vers midi et demi. Et mon père, qui était toujours actif, en fin de compte, c'était à tour de rôle. On formait des groupes comme ça qui, chaque jour, partaient travailler. Et mon père, en fin de compte, se proposait sans que ça soit son tour. Et là, un matin, le groupe s'en va travailler. Moi, je dormais à moitié. Et vers midi et demi, le groupe revenait. Et ce jour-là, 2 internés ont réussi à s'évader à Fiche-le-Camp. Le groupe est revenu, la journée s'est passée comme d'habitude, et là, tout le monde était étonné qu'il n'y ait aucune réaction des Allemands. Et le lendemain matin, à nouveau, un groupe a été formé, mon père s'est proposé, à nouveau, le groupe est parti, est revenu à midi, mais ce jour-là, dans un silence absolu.
moi des yeux, j'ai cherché mon père dans le groupe qui est rentré, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu. Et en effet, ce jour-là, 3 hommes ont été amenés sur le côté et ont été fusillés, ce qui fait que ça a permis aux Allemands de dire tentative d'évasion de 5 hommes, 3 ont été tués et 2 ont réussi à s'échapper. Ce qui fait que la punition pour un soldat allemand pendant la guerre, c'était d'être envoyé sur le front russe. Et là, comme ça, il n'y a pas eu de punition du fait qu'ils en avaient tué 3 sur 5. Et ce qui fait que, voilà, j'étais orphelin. Là, j'ai 2 camarades qui étaient éclaireurs israélites de France, qui devaient avoir 22, 23 ans, et qui sont approchés de moi en disant, tu sais Robert, on s'occupera de toi, sois courageux, ta mère aura besoin de toi. Et bon, ils ont essayé de me réconforter comme ils ont pu. Et quelques temps après, il y a eu une liste de faits pour être monté d'abord sur Drancy et déporté en Allemagne. Et là, 2 jours après la mort de mon père, on a appris, toujours par ceux qui étaient arrêtés du jour, on a appris que les Américains avaient débarqué en Normandie. Tout le monde s'est réjoui dans la baraque, tout le monde a dit les Américains vont couper tout le nord et il n'y aura plus de transport pour l'Allemagne. Moi, la vérité, le débarquement, tout ça, ça me faisait plus ni chaud ni froid. Pour moi, la guerre était perdue, la guerre était finie. Et là, on a pris un train normal pour Paris. On était 8 par compartiment, soldats allemands dans le couloir. Quand on voulait aller aux toilettes, on était accompagné par la sentinelle et on revenait à notre place. On est arrivé à Paris, on est arrivé à Drancy. Et quand il y a eu la liste de fêtes pour ceux qui faisaient partie de ce convoi, j'ai demandé à tout le monde de dire qu'il y a eu des hommes de prix pour aller travailler sur le mur de l'Atlantique. Service Todd, enfin voilà. Et ce qui fait que quand on est arrivé à Drancy, là on s'est retrouvé dans des chambres mixtes, hommes, femmes, personnes âgées, femmes enceintes avec des enfants. Et là, ma mère aussitôt m'a demandé comment ça se fait que j'étais tout seul, qu'il n'y avait plus mon père. J'ai dit, écoute, ils l'ont trouvé costaud avec d'autres et ils l'ont envoyé sur le mur de l'Atlantique. Ce qui fait que les quelques jours qu'on est resté à Drancy, ça a été assez rapide. Et j'osais pas trop parler à ma mère. J'étais sans arrêt dans la cour de Drancy, à tourner en rond avec les camarades qui venaient de Montluc comme moi. Et je dis, ma mère va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal. J'osais pas trop être avec elle. Et là, il y a eu une liste de fêtes pour la déportation. Et là, le convoi, c'était le convoi 76, l'avant-dernier convoi qui est parti de Drancy pour l'Allemagne. En tout et pour tout de France, il y a eu 77 convois. Et là, nous faisions partie de la liste. On était 1156 à faire partie de ce convoi. Et amenés à Bobigny, on nous a chargés dans les wagons à bestiaux. À l'intérieur, 2 bottes de paille et 2 grands récipients, je ne sais pas, enfin de cette hauteur-là. Une avec de l'eau, un avec de l'eau, et l'autre c'était pour les besoins. Et là, les hommes ont commencé à étaler la paille par terre sur le plancher du wagon. Et là, le train a démarré. On était moitié assis, à moitié accroupis, debout. Il faisait une chaleur terrible. On était fin juin, dans les derniers jours du mois de juin. Et comme ça, on est arrivé à Auschwitz au début du mois de juillet. Pendant le voyage, il faisait une chaleur terrible. L'eau a été bue très rapidement. Et par contre, la tinette pour les besoins a débordé et on a fini le voyage
dans la paille imbibée des excréments, de l'urine. Avec la chaleur qu'il faisait, c'était intenable. Et on a fini dans cette paille humide et le voyage s'est arrêté. D'un seul coup, silence, le train s'arrête, on ne savait pas du tout où on était. Et d'un seul coup, on entend des aboiements et on commence à entendre des cris. Les portes du wagon glissière s'ouvrent, c'est à peu près à cette hauteur, ces wagons de marchandises. Et là, on nous fait sauter, schnell, schnell en allemand, vite, vite, fallait sauter. Les hommes à gauche, les femmes à droite, j'ai même pas eu le temps d'embrasser ma mère, on a été directement séparés. Et là, on est passé devant des SS et devant des docteurs, et les hommes âgés ou infirmes avec un problème quelconque étaient mis sur une file de côté. Et nous, on continuait à avancer. Et chez les femmes, c'était pareil. Les femmes ont formé une file sur la droite, et là, les femmes âgées, les femmes enceintes, des femmes avec des enfants étaient mis également sur le côté. Et là, on était drivés par des déportés en costume rayé qui sont approchés des plus jeunes en disant « Vous direz que vous avez 16 ans ». Bon, on ne comprenait pas pourquoi, et en effet, on est passé devant des SS et puis des docteurs qui demandaient notre âge. Quand mon tour est arrivé, j'ai dit 16 ans, et la marche a continué jusqu'au un grand local où là, on nous a fait déshabiller entièrement, et on a attendu, et on a vu les pommeaux, on pensait prendre la douche, et en effet, on a pris la douche. Mais on a su par la suite que ce qui servait, les pommeaux qui servaient pour la douche, en même temps servaient pour le gaz Zyklon 3, et la salle où on était, c'était la salle d'extermination, la salle où les déportés étaient gazés et ensuite transportés pour être brûlés dans les fours crématoires. Nous, on est sortis dans une autre pièce, on nous a attendus, et après, on est passé devant des tables où il y avait la liste de tous nos noms par ordre alphabétique, et là, suivant votre nom, on nous tatouait un matricule sur le bras gauche. Ensuite, ils nous ont donné des vêtements civils avec un grand trait de peinture dans le dos, et on a fait une marche à peu près de 8 km pour arriver à Monowitz, c'est-à-dire Auschwitz numéro 3. Et là, on dépendait d'une usine, Ligier Farben, qui fabriquait du caoutchouc synthétique et qui fabriquait le gaz Zyklon 3 également. Et là, on est rentré dans le camp. On est passé à nouveau devant des SS qui demandaient la profession. Moi, j'avais 2 camarades éclaireurs israélites qui, pendant toute la guerre, se sont occupés de récupérer des enfants dont les parents avaient été arrêtés et déportés, et qui traînaient la rue, qui se cachaient dans des caves, enfin tant bien que mal dans Paris, les récupéraient ces enfants, leur faisaient passer la ligne de démarcation, ensuite les plaçaient dans des familles de cultivateurs, des familles protestantes, dans des couvents, enfin un peu partout dans la zone libre, et ont même réussi à passer des enfants en Suisse. Jusqu'au jour où, un matin, ils étaient ces 2 camarades-là à attendre un groupe d'enfants pour les passer en zone libre. Est-ce qu'ils ont été dénoncés ou remarqués? Ils ont été internés et arrêtés. Et ces 2 camarades-là étaient autour de 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Et quand ils sont arrivés devant le groupe, là, ils demandaient la profession. Mes 2 camarades ont dit qu'ils étaient électriciens, ce qui leur a permis de rentrer travailler à l'usine, parce que tous ceux qui avaient une profession qui pouvait un peu correspondre avec l'usine rentraient à l'usine. Quand mon tour est arrivé, à 14 ans, je ne pouvais pas dire que j'ai une profession. J'ai dit étudiant. Étudiant, je me suis retrouvé dans un commando de terrassement. Ce qui fait que
nous étions dans des baraques à peu près 400, et là, la vie était que le matin, on nous appelait à 4h30 du matin, fallait courir jusqu'aux toilettes, on se débarbouillait, mais on se débarbouillait sans savon, sans gants, sans brosse à dents, hein. On se débarbouillait tant bien que mal, on recourait à l'intérieur de la baraque, et ensuite on recevait une tranche de pain noir, un pain rectangulaire, de l'épaisseur d'un doigt, un petit carré de margarine et un quart de soldat de café. C'était notre petit déjeuner. Ensuite, rassemblement devant la baraque, 5 par 5, et là, on était compté par un Allemand qui comptait, qui recomptait, ça durait 2 heures. Il y a eu des jours où ça durait 4 heures. Et au fur et à mesure que le temps avançait, chaque matin, il y avait des déportés. On était dans des chahis à 3 étages, et chaque matin, il y avait qui ne se réveillaient pas, qui mouraient dans la nuit. Il fallait les aligner par terre à côté de nous, et les Allemands relevaient leur matricule, leur numéro, et ensuite chargés sur une camionnette, amenés à Birkenau et passés au four crématoire. Et ensuite, on regagnait notre commando, et comme terrassier, j'avais droit soit à une pelle, soit à une pioche. Au début, et on faisait 2 km, 2 km 500, accompagné par un soldat de la Wehrmacht, et un capot et un Vorarbeiter. Et le capot, en général, c'était des Allemands qui étaient droit commun dans des prisons allemandes pour des actes, des assassinats, des vols, je ne sais pas quoi. Et là, les Allemands leur ont donné le choix, soit de continuer leur peine en prison, soit de venir dans les camps d'Auschwitz, faire le capot, c'est-à-dire le principal. Vous pensez que les 3/4 ont accepté, et ils sont venus dans le camp, et c'est eux qui commandaient les commandos, avec un Vorarbeiter qui était souvent, ça correspondait à un contremaître, et c'était souvent des Polonais qui, eux, étaient déjà internés depuis plusieurs années, hein, depuis que les Allemands avaient occupé la Pologne. Et c'était beaucoup de Vorarbeiter, et c'est eux qui nous tapaient pour qu'on travaille toujours plus vite, plus vite, plus vite. Et là, on creusait des tranchées, on tirait des câbles, on rebouchait la tranchée. Enfin, c'était, voilà, un travail pénible. Des fois, quelques jours après, on recreusait la même tranchée, on recreusait, on sortait les câbles, on en mettait d'autres. Enfin, on nous épuisait comme ça. Le midi, on avait droit à une soupe. Au début, je vivais sur mes réserves que j'avais eues de Corrèze, et la soupe qu'on nous donnait, je ne pouvais pas la manger. Mais petit à petit, j'ai fait comme tout le monde, je la mangeais aussi, hein. Et là, le midi, on avait cette soupe, et on avait à peu près une demi-heure. Je pouvais me coucher sur un tas de cailloux, et là, je dormais. Je récupérais un peu comme ça, en dormant un quart d'heure, 20 minutes. Et là, vraiment, je m'épuisais complètement. Et un jour, parce que à l'intérieur du camp, il y avait quand même un hôpital. Et quand quelqu'un, par exemple, un déporté avait la dysenterie ou avait les pieds arrachés par les espèces de galoches qu'on avait, sans chaussettes, sans rien du tout, pouvait se présenter à l'hôpital, où il était admis, il rentrait à l'hôpital, sinon il retournait dans sa baraque. Et là, un des 2 camarades a appris qu'il y avait les médecins allemands qui supervisaient l'hôpital, et il y avait des médecins de tous les pays occupés par les Allemands. Il y avait des Français, des Belges, des Italiens, des Roumains, médecins qui exerçaient dans cet hôpital-là. Et le principal de ces docteurs, c'était le professeur Weiss de la faculté de Strasbourg, et c'était lui le principal de tous les docteurs internés. Et ce camarade-là, un jour, a appris que le professeur Weiss était dans cet hôpital, et lui,
avait caché la femme du professeur Weiss avec sa fille qui avait l'âge de mon frère, les ont cachés en Corrèze, mais du côté de Brive. Ce qui fait que ce camarade-là a demandé le soir à voir le professeur Weiss pour lui donner des nouvelles de sa femme et sa fille. Et le professeur a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui. Il a dit, écoutez, on travaille à l'intérieur de l'usine, ça va tant bien que mal, mais par contre, il y a un jeune qui est avec nous, qui est en terrassement et qui s'épuise complètement. Et là, le professeur a demandé que le lendemain soir, j'aille avec lui. J'ai été présenté au professeur Weiss, qui m'a dit, quand tu seras trop fatigué, présente-toi à l'hôpital, tu me demandes et je te ferai rentrer. Et en effet, quelque temps après, c'est ce que j'ai fait. Et là, à l'hôpital, c'était des lits individuels avec des draps. La soupe, c'était de l'orge ou du flocon d'avoine. Enfin, c'était une soupe plus propre que ce qu'on avait dans les baraques. Et quand j'arrivais comme ça à l'hôpital, je dormais à peu près 36 heures sans discontinuer, sans me nourrir, sans rien. Et je récupérais comme ça en dormant. Ensuite, je m'alimentais et je restais à peu près 8 jours, 10 jours et je ressortais. Et ça, je l'ai fait comme ça plusieurs fois. Ensuite, je regagnais ma baraque et je regagnais mon commando. Et là, on est arrivé comme ça jusqu'au mois de janvier et on entendait des canonnades au loin. Et ceux qui travaillaient dans l'usine étaient avec des travailleurs un peu de tous les pays et ils arrivaient à avoir des nouvelles indirectement par ces travailleurs-là, et ce qui fait qu'on savait que c'était les Russes qui avançaient, et les canonnades qu'on entendait, c'était ça. Alors on se disait, oh, ben, ça va pas encore durer longtemps. Jusqu'au jour où un matin, on n'est pas parti travailler, on est resté dans nos baraques, sans comprendre pourquoi. C'est arrivé déjà une ou deux fois parce que la température en Haute-Silésie, il faisait des fois des moins 15, des moins 20 et même plus. Il y a eu quelques jours où on ne sortait pas travailler parce que tout ce qu'on aurait pu toucher dans les mains, ça nous collait aux mains. Et ça, c'est arrivé rarement, mais enfin, ce jour-là, on n'est pas sorti. Et d'un seul coup, j'ai vu le professeur Weiss venir en courant jusqu'à ma baraque et dire « Prends ta couverture et viens à l'hôpital, le camp va être évacué. » Et en effet, j'ai couru avec lui jusqu'à l'hôpital où j'ai passé une nuit à dormir par terre. Et le lendemain, en effet, le camp a commencé à être évacué. On a pris la route et nous, on était dans le dernier groupe où il y avait, les docteurs s'étaient divisés en 3 groupes sur toute la colonne. À Monowitz, nous étions 9000 au départ. Et là, sur cette neige-là qui était tassée par les déportés, on faisait quelques pas en avant, on glissait, on reculait, et on marchait toujours 5 par 5 en se tenant par les épaules, avec la couverture qu'on avait récupérée par-dessus nous. Et par moments, je peux dire que, est-ce par la fatigue, est-ce que c'est par le froid? Il y en avait un qui s'endormait, qui s'affaissait, on le secouait, et on continuait comme ça à avancer. Et derrière nous, comme on était le dernier groupe, c'était les SS, la Wehrmacht, là, tous ceux qui tombaient sur la route recevaient une balle dans la tête, ou je sais pas, enfin, étaient tués, laissés sur la route. Et à un moment, le convoi s'est arrêté, on nous a mis, j'ai eu la chance, dans une grange, où on a dormi à peu près 4 heures, d'autres étaient de l'autre côté de la route, dans une briqueterie, et là, le lendemain, on a repris la route, et là, bon, j'ai commencé à avancer, et à un moment, le professeur a dû voir que moi, j'étais à bout de force, que ça durerait plus longtemps. Et là, il m'a pris sur son épaule, comme ça,
il m'a fait remonter la colonne un peu. J'ai remonté la colonne avec lui, et là, on a vu une charrette attelée avec un cheval, et à l'intérieur, c'était des femmes, des prostituées allemandes, qui étaient à l'intérieur du camp, mais dans une baraque à part, et qui étaient là pour les cesses, pour les capots, enfin pour tous les cadres du camp. Et ces femmes-là étaient en manteau de fourrure avec des couvertures. Et le professeur m'a pris et m'a jeté à l'intérieur de la charrette. Les femmes m'ont tout de suite recouvert et tout. Et là, avec la chaleur et tout, je me suis endormi. Et on s'est retrouvés comme ça, arrivés à Gleiwitz. Le professeur Weiss m'a récupéré. On a passé une nuit à Gleiwitz, qui était un camp Auschwitz numéro 3 également, mais près d'une voie ferrée. Et là, on est rentré en surnombre dans les baraques et passé la nuit. Et le lendemain, on nous a chargés dans des wagons ouverts et on a voyagé pendant 4 jours pour arriver à Buchenwald. On avait mis toutes nos couvertures par-dessus nous pour faire comme un toit. Aucune alimentation, et le matin, on ramassait la neige qui était tombée sur les couvertures et on